Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur RTI 1 en titre. Fin à Djerba de la 18e édition du sommet de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo a été réélue pour un second mandat. Élue à la tête de cette organisation en 2019, elle demeure à son poste pour les 4 prochaines années. Tout à l'heure, dans cette édition, les grandes lignes de la cérémonie de clôture. Après le lancement samedi à Goville de l'opération de révision de la liste électorale, le processus se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Les différents partis politiques sont sur le terrain. Ils appellent leurs militants à s'enrôler massivement pour le succès de l'opération. Et puis, grand rassemblement culturel de valorisation de la culture de l'igname et de la culture du vivrier, le festival Adaye Kessier, qui célèbre les valeurs du vivre ensemble et de la cohésion sociale dans le Gontougou, a refermé ses portes à Tabagne. Le président du CESEG représentait le Premier ministre Patrick Achi, parrain de l'édition 2022. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Clôture à Djerba de la 18e édition du sommet de la francophonie. Sur les bords de la Méditerranée, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de donner une impulsion nouvelle à l'organisation. L'institution est aujourd'hui confrontée aux réalités sociales et politiques de tout ordre au sein de ses États membres. Par ailleurs, la secrétaire générale sortante Louise Mushikiwabo a été confirmée à son poste. On fait le point avec Franck Kouadio et Célestin Frodo à Djerba. Une francophonie tournée vers l'avenir. C'est la francophonie de demain, celle qui se transforme pour être un moteur d'action au service des États membres. L'essentiel à retenir du sommet de la francophonie de Djerba, clos par le chef de l'État tunisien, Raïd Sayed. À l'instar des décisions du sommet précédent, dont nos ministres ont évoqué le bilan de la mise en œuvre lors de leur session, veillons à ce que les engagements de notre 18e sommet soient suivis d'effets concrets. La déclaration sur la diversité, la résolution des conflits, la paix et la sortie de crise dans les États francophones, sans oublier la déclaration de Djerba, lue par l'hôte des 31 chefs d'État participants. Ces différents points découlent du rapport des commissions telles celles concernant les femmes et les jeunes dans la francophonie. Les engagements que nous venons de prendre à travers ces textes de référence concernent des enjeux cruciaux pour l'avenir de notre communauté et notamment l'avenir des jeunes dans un contexte de crise. Des commissions auxquelles prennent part plusieurs ministères ivoiriens, dont celui de la communication et de la culture, mais surtout le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, chef de délégation. Et justement, pour le gouvernement ivoirien, les conclusions des travaux répondent aux attentes. Nous avons débattu de ce thème qui est aujourd'hui un thème d'actualité parce que pour nous, la défiance citoyenne fait allusion justement à la renonciation à un certain nombre de valeurs. Par exemple, le travail. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est la facilité. La Côte d'Ivoire engagée dans l'organisation aux côtés de la secrétaire générale, unique candidate à sa propre succession, élue par acclamation. Son mandat court jusqu'en 2024. Face aux États, elle a renouvelé ses engagements. Je continuerai à mettre toute mon expérience et mon énergie au service de notre organisation des populations francophones, et surtout puisque nous voulons être beaucoup plus une organisation qui répond, qui est présente auprès de ses citoyens. Djerba 2022, consacrée au numérique, c'est fini. Les joutes francophones à venir se dérouleront dans l'Hexagone. La France organisera le prochain sommet en 2024. On se rend maintenant à Korogo avec le RHDP et les partis de l'opposition qui se disent satisfaits du bon déroulement de l'opération de révision de la liste électorale. Le superviseur régional RHDP du Poro, le ministre Mamadou Sangafoa Koulibaly, appelle tous les cadres à s'impliquer davantage pour la réussite du processus d'enrôlement. Il s'agit pour la CEI locale d'inscrire au moins 60 000 nouveaux majeurs sur la liste électorale. Une correspondance d'Ami Sissoko.
opération de révision de la liste électorale. À Korgo, c'est l'école primaire publique application au quartier d'Em qui a été choisi pour le lancement officiel de l'opération par le superviseur régional de la commission électorale indépendante CEI. Je suis venue m'enrôler pour la toute première fois parce que j'avais peur avant. On avait vécu une situation pendant la guerre, donc tout ça, je n'avais jamais voulu faire. Je viens d'avoir 18 ans. Et je suis venue me faire enrôler pour la première fois, vu que l'enrôlement concerne les personnes de 18 ans et plus. Dans le Poro, la chefferie traditionnelle et les différents partis invitent les nouveaux majeurs à sortir massivement pour se faire inscrire sur la liste électorale. Il n'y a rien à dire, tout s'est passé comme on le souhaitait. Et vraiment, sur le terrain, on souhaite que ce soit de même, pour qu'il y ait la cohésion, que tout le monde puisse s'entendre paisiblement et faire l'opération. C'est la preuve que la cohésion sociale, tant prônée par l'État de Côte d'Ivoire, est en marche. Au nom de mon parti, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Nous avons été satisfaits de la journée d'aujourd'hui. Ce que nous avons vu et que nous avons appris, cela nous réjouit. Le seul moyen qui vous donne voix au chapitre, c'est votre carte d'électeur. C'est ce que la démocratie a décrété, un homme, une voix. Le superviseur régional de la commission électorale indépendante, Ibrahim Bayo, rassure les populations quant aux dispositions prises pour le bon déroulement de l'opération et sa transparence. Aujourd'hui, quand je vois l'engouement qui est autour, par rapport même à la représentation, à la qualité des personnalités qui sont à ce lancement, à tous les acteurs politiques qui sont représentés à ce lancement. Cela augure vraiment d'une très très belle opération et je voudrais que le message puisse être relayé auprès de nos parents pour qu'ils viennent s'inscrire massivement sur la liste électorale. En 2021, la région du Poro avait enregistré 81 000 nouveaux majeurs sur la liste électorale. Pour la révision de 2022, la CEI vise l'inscription de plus de 60 000 nouveaux majeurs et 1 million au plan national. Dans le centre du pays, le superviseur général du RHDP pour la région de Gbeke a animé un meeting à Bouaké au siège du parti. Le ministre Amadou Koné a sonné la remobilisation des populations. Objectif, sensibiliser les militants et sympathisants du RHDP et les inviter à s'enrôler massivement sur les listes électorales. Charles Tatou. Révision de la liste électorale. Le ministre Amadou Koné, membre du directoire du RHDP, et superviseur général du parti pour la région de Gbeke, sensibilise les populations afin de s'enrôler massivement sur la liste électorale. Sa rencontre de sensibilisation au siège du RHDP de Gbeke, une occasion pour les militants et sympathisants de réaffirmer leur attachement aux idéaux du RHDP et leur soutien au président du parti, le chef de l'État Alassane Ouattara, venu massivement de tous les quartiers pour écouter le message. Amadou Koné de lancer un appel au cadre du RHDP de Gbeke à s'approprier l'opération de révision de la liste électorale afin de permettre aux populations de s'inscrire massivement sur la liste électorale. Le parti nous a donné comme objectif de faire de 40 000 militants RHDP des électeurs. Et je voudrais lancer un appel à l'ensemble des cadres de Bouaké, de Djebonois, de Brobo, pour que nous soyons tous sur le terrain, au service du parti. Le ministre Amadou Koné entend rencontrer dans les jours proches les leaders de jeunesse et des structures spécialisées du RHDP pour la même mission de sensibilisation. Autre chose à présent, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale était ce dimanche l'invité de la rédaction de RTI 1 avec Hamza Diaby. Maître Adama Kamara a fait le point du 4e Forum international sur la retraite. Rappelons que la CIPRES 4 a réuni l'ensemble des acteurs de la prévoyance sociale dans notre pays. On regarde un extrait de son passage. Vous savez, tout au long de notre existence, pendant que nous travaillons, nous avons besoin d'être protégés. Pendant que nous allons à la retraite, le moment de fragilité le plus accentué, nous avons besoin d'être sécurisés en étant certains que bien que nous ne travaillons pas, nous allons recevoir un revenu de remplacement parce que nous avons cotisé.
Et ce n'est pas par hasard qu'on a insisté sur l'équilibre financier. L'équilibre financier permet de payer à bonne date, avec les cotisations, les pensions des retraités. Mieux, l'équilibre financier permet de maintenir un principe sacro-saint en matière de risque vieillesse, qui est la solidarité intergénérationnelle. Il faut perpétuer cette solidarité intergénérationnelle en utilisant rationnellement les cotisations des actifs pour pouvoir payer les pensions des valeureux travailleurs qui sont allés à la retraite. Dans nos pays respectifs, il faut que nous nous approprions le constat selon lequel le secteur informel, qui représente 80 voire 90% du tissu économique, n'est pas encore assuré dans une proportion acceptable. Ce qu'il faut encore retenir de ce forum, c'est aujourd'hui la gestion de nos organismes de protection sociale, la bonne gouvernance, l'anticipation, surtout celles qui réalisent des excédents de gestion, le placement de ces excédents de gestion pour pouvoir générer des dividendes à ajouter sur les cotisations est un métier. Hors de la Côte d'Ivoire, la présidence égyptienne de la COP27 et les Nations Unies vient de lancer l'initiative FAST, inspirée des assises de Sharm el-Sheikh. Elle vise la sécurité alimentaire dans les pays les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural était présent à cette tribune. De retour de Sharm el-Sheikh, compte rendu de Grace Kando et Adama Sangaré. L'initiative FAST s'offre comme une solution pour la transformation des systèmes agroalimentaires, à promouvoir la sécurité alimentaire et à lutter contre la faim. L'initiative FAST cadre avec la vision du président de la République qui, à l'occasion de la COP15 en Côte d'Ivoire, a lancé un programme important, Abidjan Legacy Programme, avec des financements qui ont été annoncés et qui vont nous permettre de développer notre agriculture, de restaurer nos sols et de faire de la reforestation. Le projet FAST bénéficie de l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a aussi pris part au panel ministériel sur le programme Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, présidé par Akinwumi Adesina, président de la BAD. L'Afrique détient aujourd'hui 65% de toutes les terres arabes disponibles encore pour nourrir le monde. Donc nous venons d'avoir un plan d'action pour arriver à zéro faim en Afrique. La tendance aujourd'hui également est de voir comment nous pouvons, en tenant compte des catastrophes climatiques, trouver des solutions aux problèmes de la durabilité de nos agricultures. Ailleurs, on parle de sécheresse. Dans d'autres contrées, on parle d'inondation. Et pourtant, on a besoin d'eau pour alimenter nos productions. Donc, il faut faire des aménagements, il faut avoir des équipements modernes. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani invite les bailleurs de fonds à soutenir l'agriculture africaine. Et je vous le disais en ouverture de cette édition, baissée de rideau sur le festival d'Adaye-Kessié dans la région de Bondoukou. Des milliers de festivaliers ont pris rendez-vous pour l'année prochaine. La cérémonie qui marque la fin des célébrations de la fête de l'Igname dans le royaume Bron avait pour parrain le Premier ministre Patrick Hachi. Le chef du gouvernement a été représenté cette année par le président du CESEG, le docteur Eugène Akaawele. Un reportage signé Herman Niamia. C'est le nouvel an chez le peuple Bron. Le roi qui a goûté à l'Igname sans incident a invité son peuple et des convives pour la réjouissance populaire. Comme à l'accoutumée, les populations sont venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, du Ghana voisin et même de l'Europe pour participer à l'Adaye-Kessié Festival. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est cérémonial a été fait le 9 novembre dernier.
Aujourd'hui, on s'est retrouvés pour festoyer. L'igname est notre symbole identitaire. Grâce à l'igname, nous avons vaincu la faim et aujourd'hui, nous avons demandé à la population de pouvoir plus produire du vivrier pour une sécurité alimentaire dans le royaume. L'un des moments importants de la célébration de la Daï Kessié Festival, c'est la parade du roi et des chefs traditionnels. Cette année encore, les festivaliers ont assisté à une impressionnante parade. D'abord les chefs de village, ensuite les chefs de canton et enfin les 5 chefs de province qui composent le royaume Bron. La Inifie, le Pinango, le Fumassa, l'Angobia et la Kidom. De façon exceptionnelle, à cette 7e édition, les festivaliers n'ont pas pu voir la parade du roi Nana Adengra Kwasi Agyeman. Des gens diraient, mais pourquoi le roi n'a pas été porté? Il a déjà été porté à Amanvi. Or, la fête de la Daï, on ne porte pas le roi 2 fois. La Daï Kessié Festival gagne en maturité et en notoriété à chaque édition. Il suscite chaque année un engouement réel et une formidable adhésion populaire. C'est la raison pour laquelle de hautes autorités du pays et des personnalités d'envergure viennent y prendre part. Cette 7e édition est un témoignage suffisamment éloquent. Le peuple brun nous fascine et nous enseigne qu'il nous faut impérativement redonner à nos cultures la place qu'elles méritent. Il est de notre devoir, par conséquent, de nous atteler à les promouvoir. En marge de la célébration de la Daï Kessié Festival, la coopération française a honoré la mémoire des anciens combattants de la région du Gontougo pour leur combat héroïque et le sacrifice suprême aux côtés des soldats français lors des 2 guerres mondiales. Le commissaire général de la Daï et le roi des Brons ont reçu à la place du monument aux morts de Bondoukou des médailles du souvenir français. Une gèbe de fleurs en mémoire des héros a été posée au pied de ce monument de souvenir pour saluer leur sacrifice et leur engagement mémorial au service de la métropole. Un reportage d'Herman Niamia à revoir sur RTI 1. La Côte d'Ivoire a célébré récemment la Journée nationale de la paix, du souvenir et du pardon. Pour l'occasion, l'Église orthodoxe de Bingerville a initié une spéciale divine liturgie pour la paix. Un grand rendez-vous pour plusieurs confessions religieuses qui ont prié pour la Côte d'Ivoire. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Accolades et poignées de main. Ils sont venus de diverses communautés religieuses dites monothéistes, un seul langage sur toutes les lèvres des leaders de la paix. Ce 15 novembre, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée nationale de la paix, une journée commémorée à l'Église orthodoxe patriarcale des nations. C'est la paroisse orthodoxe Résurrection de Bingerville qui abritait la prière en faveur de la paix. Il faut magnifier la paix. Il faut magnifier la paix dans sa famille, dans sa communauté et sur le plan national. Notre pays se développe et tout cela se fait dans la paix. Il y a un adage qui dit, si le poisson prie pour l'eau, il prie pour lui-même. Prier pour nos autorités. À leur tête, le président de la République, c'est de prier pour la Côte d'Ivoire et pour nous-mêmes. Selon Monseigneur Sergio Pacomos Achija, évêque des nations de l'Église orthodoxe, la paix et la réconciliation reposent sur 7 principes, notamment la prière, le pardon et la transformation des cœurs. Avec tous les responsables religieux, musulmans, évangéliques, haris, de toutes les autres confessions, danites, etc., pour prier pour la paix. Et comme pour la paix, il y a un vecteur important, qui est le président de la République, c'est de prier aussi pour lui et pour chaque membre de son gouvernement. Parrain de cette spéciale divine liturgie pour la paix, Claude Sailly s'est réjoui de l'initiative avant d'exhorter les guides religieux à œuvrer dans l'unité pour la paix. Cette journée est donc importante parce qu'il n'y a aucun développement, il n'y a aucun progrès social qui ne peut s'accomplir sans la paix. Ce rassemblement œcuménique a vu la participation de la communauté musulmane, du judaïsme et de l'évêché évangélique. Cette célébration s'est déroulée autour du thème « Le bien de la Côte d'Ivoire est notre bien ». On continue à parler de religion avec cette assemblée semestrielle des églises méthodistes du circuit de Goudoukou à Niazaroko dans le département de Lakota. On a aussi prié pour la paix et le développement en Côte d'Ivoire. On en parle avec Jean-Marc Adjadji. Cette assemblée semestrielle des églises méthodistes s'est tenue dans une ambiance conviviale en présence des cadres de Lakota et d'une délégation du ministère des Affaires étrangères.
Lors de ce rassemblement, les chrétiens méthodistes ont intercédé en faveur d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Ils ont par ailleurs imploré Dieu afin qu'il assiste au quotidien les dirigeants de la Côte d'Ivoire et tous les habitants du pays. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, était l'invitée spéciale de cette manifestation religieuse. Elle a fait parler son cœur par la voix de son directeur de la communication et porte-parole, Sam Wakouboué. Au nom de la ministre Kandia Kamara, Sam Wakouboué a fait don d'un ordinateur de bureau, une imprimante multifonction, un téléphone et un appui financier à cette communauté religieuse. C'est un acte de générosité, mais au-delà de cela, c'est un témoignage de cohésion sociale et de vivre ensemble que la ministre d'État partage ainsi avec la communauté méthodiste, témoignant ainsi du fait que la Côte d'Ivoire doit être rassemblée, la Côte d'Ivoire doit être unie et tous les enfants doivent être solidaires dans l'accompagnement des actions du gouvernement du président de la République. Au nom des bénéficiaires, le surintendant délégué du district méthodiste de Lakota, le pasteur Claude Latte, a salué cet acte de générosité de la ministre d'État. Des prières ont été dites en faveur de la donatrice. On aborde à présent ce voyage spirituel en Turquie. Grâce aux efforts du gouvernement, plusieurs pèlerins ivoiriens se sont rendus sur les lieux qui ont marqué la foi chrétienne. Un grand moment de ressourcement spirituel à l'approche de la naissance du Christ. On retrouve nos envoyés spéciaux, Sidonie Davila et Fernand Conan. Parmi les pèlerins de Turquie 2022, près de 30 pasteurs participent au pèlerinage dans ce pays d'Asie mineure qui regorge de nombreux sites archéologiques de l'époque antique. En visitant les 7 églises de l'Apocalypse de Saint Jean, ces hommes et ces femmes, serviteurs de Dieu, sont à l'école du savoir. Vraiment pour les hommes de Dieu, un renforcement des capacités. J'ai appris des choses énormes qui vont avoir une répercussion positive par rapport au message que j'ai l'habitude de donner. Ici, ça nous apporte la connaissance. Et cette connaissance appelle la conscience des uns et des autres de la véracité de la Bible. Parce que l'église de Laodicée a été citée dans la Bible. Et nous sommes en ce moment à Laodicée. En ce que la Bible dit et ce que nous vivons, les explications que nous avons depuis la base, ça nous permet d'avoir une certaine lisibilité. Je pense que ce n'est pas un tourisme. Nous sommes venus pour apprendre et transmettre ce que nous avons appris. En tant que responsable spirituel, revenir aux sources de la chrétienté en Asie mineure, en Turquie, n'est que pur bonheur, une vraie source de motivation pour l'œuvre de Dieu. Ça nous donne d'augmenter notre foi et d'avoir des éléments nouveaux, des éléments concrets pour enseigner, éduquer le peuple de Dieu pour que ce soit des fils et des filles qui servent le Seigneur, mais qui servent aussi leur pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus voir certaines réalités, nous sommes vivre certaines expériences pratiques et cela va nous donner de booster ou de réorienter, n'est-ce pas, l'enseignement au niveau de nos églises. Quand nous venons ici, nous connaissons l'histoire de la Bible et nous pouvons mieux prêcher, nous pouvons mieux développer notre leadership. Dieu a fait la grâce aux Ivoiriens de nous donner un gouvernement qui est sage et qui nous donne l'opportunité de venir faire aussi notre pèlerinage en Turquie. Après les sites de Laodicée, dans le sud-ouest de la Turquie, de Sainte-Sophie à Iznik, le circuit du pèlerin renferme plusieurs autres étapes qui marquent la foi chrétienne. Ces hommes au service de Dieu comptent profiter de cette marche spirituelle en Turquie pour en être des témoins privilégiés. On regarde maintenant le tour de l'actualité dans le monde en 7 jours, une sélection signée Angela Diallo avec le commentaire de Michel Digré. Les Nations Unies ont dénoncé la hausse des victimes civiles des violences résultant des activités du groupe djihadiste des Chebab. Au moins 613 civils ont été tués et 948 blessés en 2022 selon les derniers chiffres de l'ONU, soit le bilan le plus élevé depuis 2017. Les affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 dans l'est du Congo ont provoqué la fuite de milliers de déplacés vers Goma. Depuis la progression du M23 dans la province, des milliers d'habitants se sont réfugiés dans ce camp pour échapper au combat.
L'OMS a approuvé un essai clinique de 3 candidats vaccins contre Ebola en Ouganda. C'est en visioconférence depuis le sommet du G20 à Bali que le directeur général de l'OMS a annoncé que les premières doses de vaccins devraient être expédiées en Ouganda la semaine prochaine. Un tribunal néerlandais a condamné 3 hommes à la réclusion à perpétuité pour le crash du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014. Ils ont été condamnés par contumace car ils ont refusé d'assister au procès qui a duré 2 ans et demi. La conférence mondiale de l'ONU sur le climat, dont les négociations patinent notamment sur les questions de financement pour les pays pauvres, a été prorogée jusqu'à samedi. Annonce faite par le président égyptien. Les États-Unis appellent l'Ukraine à être ouverte à des négociations de paix avec la Russie. Selon le Pentagone, il sera difficile pour les forces de Kiev de récupérer les territoires remportés par Moscou au cours de la guerre. En Guinée équatoriale, les bureaux de vote ont ouvert depuis ce dimanche matin pour la présidentielle et les législatives. Teodoro Obiangema, au pouvoir depuis 43 ans, brigue un 6e mandat. Face à lui, 2 candidats, Andrés Essono pour la Convergence pour la démocratie sociale et Bonaventura Monsou du Parti de la coalition sociale démocrate. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition d'information. Demain s'ouvre une nouvelle semaine avec Régis Kofi qui sera avec vous à 6h30 et 7h pour de nouvelles éditions d'information. Quant à moi, je vous souhaite une agréable soirée sur RTI 1. Bonsoir et à bientôt.